Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public. Vous connaissez la promesse de l'émission, donner du sens à l'actualité et aux crises que nous traversons grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat, avec au sommaire de ce 2 décembre, la droite et l'extrême droite qui accusent Emmanuel Macron de vouloir contrôler l'information en labellisant les médias. Que veut vraiment le président de la République? Comment lutter contre les manipulations et les faux sites d'infos? Pourquoi cette polémique tourne au bras de fer entre CNews et l'Élysée? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, cette question, faut-il se préparer à la guerre? L'Europe se réarme, la situation mondiale est une situation qui a beaucoup changé. Je suis aujourd'hui dans une situation où je dis les dividendes de la paix sont terminés. Nous devons donc être équipés parce que pour être respectés, il faut être équipé, entraîné et craint. Pour ne pas flancher, la France doit être prête à perdre ses enfants. Le chef d'état-major des armées a-t-il eu raison de tenir de tels propos? L'agressivité russe justifie-t-elle d'augmenter à ce point nos dépenses militaires? Faut-il rétablir un service national obligatoire pour faire face aux nouveaux risques? Ne ratez pas l'analyse et la confrontation de nos invités sur ce thème. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Sur ces menaces de guerre, vous pouvez réagir en flashant notre QR code. J'attends aussi vos questions sur le label que souhaite le chef de l'État pour lutter contre la désinformation. Jérôme Rabier. Droite et extrême droite sont vent debout contre ce qu'ils considèrent comme une atteinte à la liberté de la presse. D'après eux, Emmanuel Macron veut créer un label qui différencierait les médias en fonction du sérieux de leur travail. Et l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de maîtriser l'information. Alors il dit que ce seraient les journalistes eux-mêmes les qui journalistes jugeraient choisis par leur qui par Emmanuel Macron. Donc ça revient au même. Il n'a pas à imposer une pureté journalistique. Je suis assez surpris de cette dérive presque totalitaire. Bruno Retailleau a lancé une pétition sur le site des LR, tout comme le parti d'Éric Ciotti. Leur discours est relayé par des médias, en particulier ceux du groupe de Vincent Bolloré. Pourtant, quand il a évoqué ce projet, Emmanuel Macron a bien dit que ce n'est pas à l'État de faire ce travail. Pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, c'est pas mieux que le système où on vit aujourd'hui. Parce que là, ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'eux ont vérifié avec une déontologie dont ils sont les garants entre eux. Il répondait à des initiatives de médias qui se sont fait certifier sur leur rigueur journalistique, comme ceux du groupe de presse EBRA, qui détient de nombreux journaux régionaux. Et face aux accusations, la porte-parole du gouvernement a préféré l'ironie aujourd'hui. Je vous confirme, étant porte-parole du gouvernement de Sébastien Lecornu, qu'il n'est pas prévu la création d'un ministère de la vérité dans les jours à venir. Le compte Twitter de l'Élysée s'est même permis un montage vidéo qui confronte des extraits de la chaîne CNews où l'animateur vedette propose un nom pour le futur organe de contrôle. La Pravda. L'Élysée y répond par les propos prononcés par Emmanuel Macron pour montrer que ces insinuations ne reposent sur rien. Labelliser les médias, est-ce une urgence ou au contraire une dérive? On en débat tout de suite avec Max Brisson. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques, vice-président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Nathalie Sonac, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes professeur à l'université Panthéon-Assas, vous avez été membre du CSA, vous êtes président de la Commission Espace Public au Laboratoire de la République. C'est le cercle de réflexion fondé par Jean-Michel Blanquer. Et vous publiez Le Nouveau Monde des médias, une urgence démocratique aux éditions Odile Jacob. Thibaut Brutin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Reporters sans frontières. Et Mickaël Darmon, bonsoir. Bonsoir. Mickaël, bienvenue, éditorialiste pour Sens Public. Max Brisson, votre parti LR lance une pétition pour refuser cette labellisation. Pourquoi? D'abord, on se demande quand est-ce que le président de la République va chercher une annonce par semaine pour faire parler de lui. On a eu droit récemment au rythme scolaire, on a eu droit aux écrans. Le président de la République est en panique, il a perdu le pouvoir, il a perdu les élections lors de la dissolution, il cherche à exister. Si on faisait le recensement de tout ce que le président de la République a annoncé depuis 1 an et demi et de ce qui se passe, on ferait que le fossé est extrêmement important. Alors, pourquoi ça vaut une pétition d'après vous? Ça vaut une pétition parce qu'il est temps aussi qu'il se calme et qu'il prenne un peu de hauteur. Il est temps qu'il arrête de rentrer dans la mêlée, de relever la mêlée, de créer des tensions. Son rôle sur ce sujet,
ce serait de faire respecter la Constitution. La Constitution est très claire. C'est là où il devrait se situer. Cette Constitution, elle est très bien écrite. Hein. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre des abus de sa liberté dans les cas déterminés par la loi. Ça suffit, c'est clair, c'est net. Bon. Et c'est là qu'on attend le chef de l'État, plutôt que de rentrer dans des polémiques. On a un chef de l'État qui polémique pour exister et qui fait du mal au pays, parce qu'il y a suffisamment aujourd'hui de sujets, de polémiques. Et je l'appelle... On peut vous retourner le compliment. On peut dire que LR polémique pour exister aussi. Non, c'est lui qui a commencé, excusez-moi. Oui, bon. Non, excusez-moi. Il a voulu mettre ce débat sur la place publique de cette manière-là. Ouais. Qui a un problème sur les fake news? On peut en parler. Mais pourquoi le chef de l'État? Pourquoi comme ça? Sinon pour exister. Bon, à meilleure preuve, on fait une émission sur ça. Oui. C'est qu'il a donc réussi et il veut exister. Mais son volonté d'existence devient insupportable. Mais ça ne m'empêchera pas de poser la question centrale qui est: est-ce qu'il faut un label? Comment on lutte contre les fake news? Et c'est pour ça qu'on est réunis autour de et vous pensez que ce tweet de l'Élysée est digne de la présidence de la République? Je vais pas répondre à cette question. Un peu de dignité, voilà. Est-ce qu'on peut rappeler, Nathalie Sonac, l'objectif d'un tel label? Est-ce qu'il faut, dans le contexte actuel, labelliser les sites d'information, les médias d'information? Disons qu'il me semble que, de mémoire, le président de la République l'avait mis dans sa campagne de 2022 avec l'idée d'établir un diagnostic sur les enjeux qui étaient liés à l'information et de mettre sur la table des propositions. À l'époque, Christophe Deloire a monté et a créé les États généraux de l'information, qui était le président, le directeur de Présidents sans frontières, pour mener une consultation citoyenne à laquelle, en fait, il y a des centaines de gens qui ont participé, 5 groupes de travail, un comité de pilotage et 15 propositions. Alors, il y a eu beaucoup de propositions, mais 15 propositions principales ont été retenues. Et donc, pour préparer évidemment cette émission, je suis retournée voir les propositions. Et la proposition numéro 6, donc elle date déjà de 2022, était celle véritablement de poser un label, mais qui était un label volontaire de la part des producteurs d'information. Évidemment, un point très important. Qui dirige ce tel label? Est-ce que ce sont les journalistes eux-mêmes? Comment? Est-ce que ça vient de l'État ou pas? C'est évidemment au cœur du débat. Bien sûr, mais il y a quand même un élément qu'il faut prendre en considération qui est nouveau, même si la loi est fondamentale. On a celle de 1881 pour la presse, de 1986 pour l'audiovisuel. Et effectivement, l'article 11, vous avez raison, monsieur le sénateur, de le rappeler, que 1789 nous dit bien que c'est dans un cadre juridique. Mais c'est quand même à ce moment-là que ça vaut le coup, quand même, et ça me semble extrêmement intéressant, et surtout indispensable de reposer aujourd'hui le positionnement de l'information. Il s'avère que l'information aujourd'hui dite de qualité, en tout cas on y reviendra sur des critères, est très mise à mal dans cet océan de contenu avec fake news, ingérence étrangère, malinformation. Peut-être un chiffre si vous me le permettez, mais on aura le temps d'approfondir. Mais aujourd'hui, dans le monde, on a 23% des 18-25 ans qui s'informent sur TikTok. Et 30% des jeunes Français ne s'informent plus la presse, la télévision, ni sur les réseaux sociaux, mais s'informent sur les moteurs de réponse. Et ces réseaux sociaux ne sont pas soumis aux mêmes règles puisqu'ils considèrent qu'ils ne sont pas responsables des contenus qu'ils diffusent. Alors je vais vous redonner la parole parce qu'on a le temps et je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer. Thierry Boutin, d'une certaine façon, il y a déjà un label ou une certification. Ça s'appelle le JTI, Journalism Truth Initiative. De quoi il s'agit ? Alors, je veux dire qu'on est ravis du débat public qui se polarise sur ce sujet cette semaine. Mais oui, ça fait longtemps que ces sujets-là sont sur la table. En 2018, Reporters sans frontières, avec l'agence France Presse et l'Eurovision, le BU, avait convoqué un comité de normalisation au sens ISO. Et en 2019, il y a eu des travaux considérables avec des centaines de parties prenantes de la presse pour établir ce qui pourrait être un référentiel de la production journalistique. C'est l'équivalent du commerce équitable, mais appliqué aux journalistes. C'est-à-dire que ça ne vous dit pas si le chocolat est bon, d'ailleurs dans le commerce équitable il n'est parfois pas bon, mais ça vous explique comment il a été produit. Et nous faisons le pari que le journaliste c'est une profession, que c'est une méthode, et que cette méthode doit être protégée. Donc c'est une façon de différencier des médias avec des journalistes qui respectent un certain nombre de règles déontologiques
d'autres qui ne les respectent pas, ou qui ne sont même pas des médias, sur des faux sites d'information. Regardons ce que c'est que la labellisation. Moi, j'aime pas trop ce terme, ça renvoie un petit peu un sentiment de mettre des étiquettes comme sur des fromages. Nous, la norme que l'on porte et l'effort qu'on porte, c'est un effort de certification. Ça existe dans tous les secteurs d'activité. Alors, je veux bien que le journalisme soit très spécifique, j'aime le journalisme profondément, j'ai besoin de le rappeler, mais enfin, c'est quand même assez ahurissant que la profession ne se soit pas organisée, notamment en France, pour mettre en place des dispositifs de ce type. Là, la spécificité de la certification, c'est qu'elle est volontaire. Moi, j'en ai marre des gens qui, justement, de l'extérieur, viennent juger ce que font les autres médias. Je pense qu'il est important que ce soit une démarche ouverte. C'est-à-dire qu'il y a déjà des clubs qui existent. Vous êtes un grand média, vous discutez avec les plateformes tech, vous vous arrangez pour avoir un meilleur référencement algorithmique, ça existe déjà. Et puis il faut que ce soit un dispositif qui soit positif. Il ne s'agit pas de faire du blacklisting. Moi je crois qu'il y a une passion triste dans notre société qui consiste à supprimer des contenus tout le temps. Moi ce que je demande juste, c'est qu'on amplifie les contenus journalistiques qui sont aujourd'hui amoindris dans les algorithmes parce qu'ils sont moins attrayants. Il y a beaucoup de sous-thèmes et il y a quand même un vrai thème, et vous avez démarré par ça, hein, Max Brisson, un vrai thème politique avec de nombreuses personnalités de droite et d'extrême droite qui accusent Emmanuel Macron de vouloir contrôler l'information. On va d'abord écouter Éric Ciotti, le chef de file des députés Union des droites républicaines. Il y aurait une information qui serait vraie parce qu'elle serait validée par le pouvoir, et il y aurait une information qui serait fausse parce qu'elle ne serait pas validée par le pouvoir. On croit rêver. Je ne sais pas quelle mouche a piqué le président Macron de sortir une idée aussi baroque, si ce n'est peut-être une volonté de faire changer le régime et de se maintenir quelque part, presque peut-être, de façon autoritaire au pouvoir. C'est un vrai tournant autoritaire de sa présidence. Et la ministre de la Culture, qui était interrogée à l'Assemblée cet après-midi, a pu répondre. On écoute Rachida Dati. Jamais le président de la République ou le gouvernement n'ont émis l'idée ou une quelconque proposition sur une éventuelle labellisation des médias par l'État. Jamais. J'espère au moins que c'est clair et net. Ensuite, quel est le défi auquel on fait face aujourd'hui, et notamment nos médias traditionnels, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de gauche? Ils font face à une prégnance de plus en plus importante des réseaux sociaux, mais aussi des influences étrangères dans le débat public. C'est ça le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Max Brisson, est-ce que la réponse de la ministre de la Culture, elle ne met pas tout simplement fin à la polémique? En tout cas, je ne parlerai pas comme Éric Ciotti. Et je suis bien d'accord que les journalistes sont irremplaçables et qu'ils certifient l'information. Et que si les journalistes et les organes de presse veulent de manière volontaire, comme cela a été dit, se différencier d'autres vecteurs d'information, cela me paraît très naturel. Que ce soit à l'État de le faire, là, j'ai une grande interrogation. Je partage ce qui vient d'être dit. Le mot labellisation n'est pas le bon mot. C'est pas la certification de l'information. Ça n'a aucun sens, la certification de l'information. C'est la certification d'organes de presse qui répondent à des règles, ce qui n'empêche pas les citoyens librement d'aller à la source de l'information là où ils veulent, à travers le pluralisme. Mais donc, moi, il y a quelque chose de gênant dans les propos du président de la République. Mais allons sur le fond. Moi, je ne pense pas nécessaire de certifier l'information. Ça serait absurde. Ça donne finalement du grain à moudre à ceux qui sont sur des postures extrêmement dures et qui vont parler de vérité officielle. Il n'y a pas de vérité officielle. Bon, honnêtement, qu'est-ce qu'une fausse nouvelle? Vous parlez d'ingérence étrangère. Elles ont toujours existé. Excusez-moi, mais quand la CGT, Force ouvrière, est née sous l'initiative de la CIA. Et la CGTK prenait ses ordres à Moscou. C'est quand même pas nouveau. Et excusez-moi, quand... Ça prend une autre dimension en ce moment. Oh, mais j'en sais rien. Je ne sais pas si ça peut... Regardez la guerre froide. Mais un peu d'histoire, ça fait pas de mal. Revenez à la guerre froide. Est-ce que le Parti communiste français, à l'époque de la guerre froide, et sous Maurice Thorez, diffusait des informations vérifiées, certifiées? Il diffusait un certain nombre de convictions. Moi, qui suis un homme politique, je m'autorise le droit d'être dans la conviction. Que les journalistes soient là pour dire l'information. Je vois
que beaucoup de journalistes font beaucoup de commentaires et sont aussi dans l'opinion. On peut avoir aussi une presse d'opinion dans ce pays. Donc on a bien le droit d'avoir des opinions politiques, et les opinions politiques ne correspondent pas à ce que je ne sais quelle vérité. Parce que sinon, il y a un danger. Ce qui fait réagir, c'est la nouveauté du Mais la nouveauté de danger. quoi La nouveauté de quoi Si on regarde un peu l'histoire avec un peu de recul. Déjà, ces réflexions sur la standardisation, la normalisation, la certification, ça existe de longue date. On en parlait de 2019. Mais je trouve que l'argument, et j'étais sur un plateau télé tout à l'heure, sans parler de notre chaîne, où on m'a sorti la loi de 1880. Voilà, on m'a parlé de la loi de 1881 et de l'aurore en 1898. Ok, l'aurore en 1898, très bien. Mais là, on est en 2025, on est plutôt au crépuscule de la presse qu'à l'aurore. Et je pense que franchement, on est face aujourd'hui à une faillite systémique pour garantir le droit des citoyens à l'accès à l'information fiable, qui est patent. C'est-à-dire que vous avez une économie des médias qui s'effondre, vous avez des garanties démocratiques dans l'espace digital qui sont extrêmement limitées, vous avez une confiance des citoyens qui s'érode. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais il est quand même important... Vous avez une vision de l'histoire irénique. Excusez-moi, c'est pas ça. Un mot de Michaël Darmon et ensuite Nathalie Sonac, je reviens vers vous. Lisez vos livres d'histoire, revenez un petit peu à la réalité historique. On n'a pas encore entendu Michaël Darmon. Allons-y, Michaël Darmon, ensuite Nathalie Sonac. La question, en fait, c'est tout simplement, est-ce que la déclaration du président de la République aide le propos ou pas? Je suis étonné parce qu'effectivement, il y a forcément connaissance du travail important que fait RSF depuis longtemps. Pourquoi ne commence-t-il pas en disant d'abord il y a un travail qui est fait? Il le dit, mais l'idée... Quand il est dans ce débat organisé par la Voix du Nord, il le dit, mais bon. Mais en même temps, oui, mais c'est pas porté... C'est pas ce qu'on retient. C'est pas porté parce que c'est pas ce qu'on retient, parce que c'est lui qui parle. Or, on est effectivement, et c'est là le problème, c'est que dans une monarchie républicaine telle qu'on est dans la Ve République, je pense que le président de la République, quelque part, ne peut pas toucher à ce genre de sujet, parce que sinon, ça peut mettre de côté ce qui est déjà fait par la profession. Oui, j'entends, l'émetteur est important en la matière. Est-ce que vous pensez que le risque est plus important aujourd'hui, Nathalie Sonac? Je pense qu'il faut quand même prendre la mesure de la situation démocratique dans laquelle on se trouve en France, mais en Europe, et voir ce qui se passe aux États-Unis. Le fait de dire que 30-40% aujourd'hui, voire 70% dans certains pays qui s'informent sur les réseaux sociaux, je suis désolée, on a beau connaître l'histoire, c'est un phénomène qui est complètement nouveau. Le but du jeu n'est pas de se dire à bas les réseaux sociaux et revenons au temps d'avant, absolument pas. L'idée est simplement de se dire, et il me semble que ce qui est posé dans le débat aujourd'hui démocratique, qui est celle de finalement du rôle des médias, dans la démocratie, et qu'aujourd'hui les médias sont complètement en train de vivre un tsunami. Et le tsunami qu'on est en train de vivre, c'est plus simplement l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des réseaux sociaux. On a l'IAG, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générative, qui est quand même complètement en capacité de produire des informations, de la vidéo, de la désinformation, sans qu'aucun, même les grands spécialistes, puissent faire la différence. Donc, c'est pas une question de leçon d'histoire. Et puis, un autre point, si le terme de labellisation vous choque, je vous laisserai, tout à chacun peut avoir ses sensibilités de vocable. Mais en l'occurrence, le logo IPG, l'information de presse généraliste, qui était constitué, qui est l'un des critères pour obtenir des aides de l'État à la presse, si ce n'est pas ça de la labellisation, qu'est-ce que c'est? Il faut bien répondre à un certain nombre de critères. Aujourd'hui, quelle est la problématique fondamentale? C'est qu'on ne fasse pas la distinguo, et ça c'est le cas de quasiment 60% des individus, des gens sur la planète, distinguo entre le vrai du faux. Le fait, c'est qu'il y a une notion de défiance très forte à l'égard des institutions, à l'égard des politiques. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles tous partis confondus, s'emparent de ce sujet avec une telle vigueur. C'est parce qu'évidemment, c'est eux qui sont terriblement déstabilisés, et les médias aujourd'hui. Et je rebondis sur les propos de Thibault à l'instant. L'économie des médias, ça fait 25 ans que je travaille sur ce sujet-là, c'est plus qu'une crise. Vous avez la gentillesse de citer l'ouvrage et le titre de mon ouvrage, Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique. Aujourd'hui, c'est une urgence démocratique, on est 2 ans après, qui est augmentée. Alors, vous dites qu'il y a plus de risques de dérive que d'urgence, Max Brisson. Je voudrais bien préciser ma pensée. Je répète que je comprends parfaitement que les médias, y compris les médias numériques, mais évidemment, bien sûr qu'il y a une crise très forte de l'information papier, il y a une crise très forte de la presse papier, il y a d'autres formes aujourd'hui de médias qui sont simplement, on est dans des mutations extrêmement fortes, et vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi. Que les médias veuillent certifier et finalement dire aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux lecteurs, aux citoyens, tout simplement, d'où ils parlent. Ça ne me choque pas. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de dire qu'il y a une formidable défiance vis-à-vis du peuple aujourd'hui.
Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que dans les élites de notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays, on aurait tellement finalement envie que le peuple soit différent et pense différemment. Hein, finalement, ce qu'un jour Mme Ernotte a dit, elle veut faire un audiovisuel public pour le peuple, pas pour les auditeurs, les téléspectateurs, pas tels qu'ils sont, mais tels qu'elle voudrait qu'ils soient. Un mot de réponse. On voudrait façonner le peuple. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise information? C'est beaucoup celle qui déplaît, celle qui ne correspond pas aux standards. Excusez-moi, il y a une volonté des élites françaises, finalement, de dire ce que le peuple doit penser. Et il arrive aujourd'hui que le peuple ait envie de penser différemment. Donc, excusez-moi, qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qu'une fake news aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une fake news aujourd'hui? C'est une information qui ne vous plaît pas. Pas du tout. Je cherche pas à faire balle au centre. Mais c'est la grandeur et je dirais la misère aussi du discours politique de voir du politique partout. Moi, je trouve que là, on parle, et peut-être d'ailleurs à tort, parce que effectivement, ce sont maintenant donc un élu, le président de la République, qui parle de ce sujet. C'est désormais vraiment une pétition. Je veux dire, c'est l'arme historique de la société civile, maintenant par le Parti des Républicains, qui viennent, disrupter le champ du journalisme. Alors, ça en dit long, comme je le disais, sur l'échec de l'autorégulation, qui est quand même assez faible en France. Ça en dit long sur l'échec. On va parler de l'ARCOM dans un instant. De la régulation. Et voilà, je vois que vous allez y venir. Mais il faut comprendre que la loi de 1880, elle date de 1881, la loi de 1986, elle date de 1986, et on n'a pas réglé la question de l'espace digital. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse un pas tous les uns vers les autres. C'est-à-dire que la demande des citoyens pour une information fiable, elle existe. Les sondages la prouvent. Quand je discute avec des patrons de presse, et je ne donnerai pas de nom, on a toujours l'impression que c'est mais pourquoi les gens ne nous aiment pas, etc. Donc il faut écouter la demande des citoyens, et pour cela, il faut faire un acte de transparence, et je pense que les processus de certification vont dans ce sens. C'est-à-dire que la certification, sans évidemment aller jusqu'à l'interdiction des médias d'opinion, il faut des médias d'opinion, et de toutes les opinions, personne ne dit le contraire autour de cette table. Mais c'est ça, personne, mais je ne sais même pas s'il y a d'autres gens qui ailleurs le disent, c'est pas la problématique, et il s'avère que des médias d'opinion, nous en avons. Parce que ce qui se passe, c'est que l'émergence alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que l'émergence de CNews et des médias du groupe Bolloré crée de l'irritant chez ceux qui n'étaient pas habitués à entendre ce type de discours. Absolument. Il y a quand même ça aussi dans le débat. En l'occurrence, c'est parce que là, c'est déplacé dans le domaine de l'audiovisuel. Et là, effectivement, c'est la première fois que nous aurions une chaîne qui est plutôt classée et qui se dit elle-même, en tout cas considérée comme conservatrice, et il s'avère que jusqu'à présent, si vous me permettez d'aller jusqu'au bout, mais on aura un vrai chapitre CNews. La loi de 1986, et ça me permet de faire la transition avec l'ARCOM, la loi de 1986 nous dit bien que les chaînes d'opinion ne sont pas autorisés. Donc c'est ça qui crée le débat. Replaisons ça. Donc il peut y avoir des médias de presse écrite d'opinion, mais pas de chaînes de télévision d'opinion. C'est ce que dit la loi pour l'instant. C'est pour ça que je répondais à M. Brisson uniquement sur ce point-là, sur le fait que la presse d'opinion existe, a toujours existé, et ça, effectivement, depuis bien longtemps. En matière de télévision, cette notion de pluralisme. Vous pourrez répondre là-dessus. Je fais en sorte que ça ne parte pas, parce qu'on va vraiment consacrer un débat sur les médias audiovisuels d'opinion. Mais pardon, je veux vraiment qu'on avance. Voilà. Parce qu'il y a la question, je reste sur la question des nouveaux médias, appelons-les comme ça, ou des réseaux sociaux, ou des médias sociaux, et la question des algorithmes. Je me tourne vers vous, Mickaël, parce que vous vouliez nous parler de ces bulles numériques là qui polarisent et qui empêchent le consensus aussi de s'exprimer. Oui, parce qu'effectivement, le débat ne peut pas se réduire uniquement à la polémique qui vient de déclencher. On ne peut pas se contenter de dire le numérique transforme notre société. Il faut en fait regarder la réalité en face. Nous ne sommes plus en transition. On est entré dans une nouvelle civilisation. Et comme toujours, lorsqu'un monde bascule, eh bien, on le regarde, on avance, à la fois fasciné, inquiet. Mais la chose est claire, la civilisation numérique ne modifie pas simplement nos outils. Elle change nos manières de vivre, de s'informer, de débattre, de travailler, de tout faire. Le téléphone n'est plus un objet. C'est le prolongement, tout simplement, du corps social. Et les algorithmes, en fait, façonnent maintenant notre perception du réel. C'est donc le sujet. Donc cette mutation, on commence à en payer le prix parce qu'on vit, au fond, dans une sorte, je dirais, un peu en même tempisme civilisationnel. C'est-à-dire à la fois... En même tempisme civilisationnel. À la fois, regardez, en même temps, à la fois, nous sommes dans une époque où on peut tout dire. On a bien compris, c'est d'ailleurs le sujet. Et en même temps, la parole n'a jamais été aussi fragile.
Donc de ce point de vue-là, c'est le sujet auquel on fait face. Et là, les gouvernements, effectivement, encore sont sans réponse. Avec un espace public qui, effectivement, se déplace vers notamment des plateformes privées où les règles, elles changent, où les intérêts sont assez opaques. Est-ce que ça met en danger notre démocratie? Absolument. Elle doit réapprendre à respirer et à faire face. Aujourd'hui, ses ennemis ne sont plus concentrés dans des pays ou des forteresses totalitaires, mais ils essaiment et ils assument. Ils ne portent plus ils portent les coups de boutoir simplement avec des armes. Ça, c'est déjà au fond connu, mais surtout maintenant, ils appliquent la stratégie, vous savez, de ce fameux stratège chinois Sun Tzu, c'est-à-dire on fait tomber une cité sans même lever l'arme en la rongeant de l'intérieur. Et ils se propagent à la vitesse de la lumière. C'est ce qu'on appelait avant, au début de cette ère, les autoroutes de l'information, qui aujourd'hui un peu sont l'itinéraire délestage de tout ce qui est toxique et opaque pour la démocratie. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des promesses assez sympathiques avec la civilisation numérique. Il faut savoir aussi, il faut le dire, c'est un horizon immense, parce que jamais l'accès au savoir n'a jamais été aussi ouvert, jamais les capacités de création, de collaboration, d'innovation ont été aussi fortes. Les jeunes générations, elles nous déconcertent, elles naviguent dans ce monde-là avec une agilité stupéfiante et elles inventent aussi des nouvelles formes d'identité, de solidarité. Donc la question n'est plus savoir simplement si on veut ou pas du numérique, c'est réel, mais plutôt qu'est-ce que les pouvoirs vraiment peuvent faire, parce qu'en fait on est dans un moment décisif et les mutations en cours, elles sont irréversibles. Et d'ailleurs, si on va donner un chiffre, alors il date de 2022, mais il est intéressant, beaucoup de fausses informations sur ces réseaux sociaux. En l'occurrence, c'était le site NewsGuard qui avait étudié TikTok, 20% des vidéos d'actualité sur TikTok qui contenaient des informations trompeuses. Ça n'a pas dû s'arranger depuis. Max Brisson, est-ce qu'on peut rester inerte face à ça? Non, certainement pas. Le danger dans les propos du président de la République, c'est la recherche d'une sorte de vérité officielle, d'un espace dans lequel on aurait le droit de se mouvoir et d'un espace dans lequel il ne serait pas bien de se mouvoir. En revanche, le vrai sujet, c'est le sujet du pluralisme. C'est le sujet c'est la manière dont on garantit le pluralisme, la liberté d'accès à une information dont on connaisse la nature des organes qui la diffusent. Oui. Voilà, moi je suis opposé à toute forme de censure, sauf bien sûr celle qui est prévue par la loi, sauf bien entendu tout ce qui touche à l'antisémitisme, au racisme, à la diffamation, à la haine de l'autre. Mais cela, c'est le cadre de la loi. Pour le reste, il faut que la liberté soit la plus large possible. Nous avons affaire à des citoyens qui votent, et à qui il faut donner bien sûr les moyens de savoir d'où vient l'information. Oui. Et cette information, elle doit être très, très libre. Et c'était ce qui était gênant dans les propos du président de la République, c'est cette idée qu'il y aurait une information un peu officielle, une vérité un petit peu officielle, un cadre dans lequel on peut se promouvoir. Et c'est vrai, on a eu ce débat, on ne va pas revenir sur l'audiovisuel. Vous me réinviterez pour un débat sur l'audiovisuel. On va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a eu longtemps un cadre qui était bien fixé et qu'un certain nombre de groupes privés, et pas que le groupe Bolloré, sont en train de bousculer cela. Oui. Vous savez, comme le dit Bruno Retailleau, dans ce pays pendant très longtemps, il y avait deux partis qui étaient de gauche et dont l'un était, par convention, dit de droite. Mais c'est Maurice Ruon, c'est une citation de Maurice Ruon. On est en train de sortir de là. C'est évident qu'il y a un magistère moral, un magistère de la pensée qui tombait plutôt à gauche, une sorte de Yalta, et qui est en train de disparaître, qui est aujourd'hui remis en cause. Alors ça désarçonne ceux qui le tenaient. Et le vrai danger, c'est que ceux qui le tiennent veulent continuer de formater l'espace. J'ai prévu d'en parler dans ce débat. Je pourrais vous réinviter une autre fois, mais là, on va avoir le temps. Il nous reste 20 minutes. Il nous reste 20 minutes et on va vraiment poser cette question-là des médias d'opinion. Mais vous n'avez pas tout à fait. Oui, vous pourrez revenir. Et vous n'avez pas. Moi, la question là qu'on pose, c'est la question des réseaux sociaux et des fausses informations sur ces réseaux sociaux et de la fragilisation de nos démocraties et de nos processus électoraux avec ces fausses informations. On peut peut-être rappeler en quelques mots, Thibault Brutin, que c'est une évidence, mais je pense qu'il faut le redire, TikTok, X, etc., ils ne sont pas soumis aux mêmes règles que nous, ici à Public Sénat, ou que n'importe quel média traditionnel, où on a une responsabilité du directeur de la publication qui peut aller au tribunal s'il y a de la diffamation sur son antenne. Ce n'est pas le cas sur ces réseaux sociaux. Exactement. Le droit de la presse, en tout cas celui qui s'applique aux médias d'information, c'est un régime de liberté et de responsabilité.
Et c'est bien comme ça. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que ça a été conçu historiquement en Europe, dès l'acte de 1766 en Suède, qui est le premier acte de liberté de la presse, liberté et responsabilité. Effectivement, les médias d'information font face à une concurrence déloyale, où il y a des acteurs nouveaux, dont on ne sait pas trop véritablement comment les politiques publiques doivent les considérer. Est-ce que ce sont des hébergeurs? Est-ce que ce sont des éditeurs? Moi, je pense qu'il faut accepter le fait qu'ils soient une entité de type nouveau, qu'on n'a jamais vu. Et par contre, ils sont devenus de facto les détenteurs ou les animateurs de notre espace public digital. On n'accepterait jamais que la place du village ne soit pas régie par la loi. Aujourd'hui, la place du village digital est régie par les conditions générales d'utilisation de ces plateformes que tout le monde ne lit. Que personne ne lit. Personne ne lit. Tout le monde clique oui, yes, et puis on y va. Et c'est pour ça qu'il faut revenir dans une fiction dite de l'utilité publique, se dire que, un peu comme l'eau et le gaz, c'est distribué par des sociétés privées, des sociétés commerciales, et c'est très bien d'ailleurs, ça permet probablement une qualité de service, il doit y avoir des garanties démocratiques dans cet espace. Et les garanties démocratiques qu'on est en droit d'attendre de ces plateformes implique notamment la possibilité de continuer à informer les citoyens. Et pourtant, alors il y a un organisme qui est chargé de contrôler, on va dire, les médias traditionnels, l'audiovisuel, mais aussi les réseaux sociaux. Il s'appelle l'Arcom. On va en parler tout de suite avec Quentin Calmet, puisque vous allez nous expliquer, Quentin. Bonsoir. Bonsoir Thomas, merci. Quel est le champ d'action de l'Arcom? L'Arcom, pour rappel, cela signifie Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En 2022, le CSA, alors Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui régulait les services de radio et de télévision, a fusionné avec la Hadopi, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, qui avait été créée en 2009. Et donc, pour faire les deux entités ensemble, l'Arcom, on parle pour l'Arcom d'un champ d'action très large qui va de la régulation de la télévision, de la radio, mais aussi des sites Internet, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la pédopornographie, également des réseaux sociaux, là on se dit que c'est très très large, et même le contrôle des plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+. On voit donc un champ très large. Effectivement. Concrètement, comment l'Arcom remplit cette mission de contrôle des médias? Alors, en audition à l'Assemblée nationale la semaine dernière, Martin Hajdari, le président de l'Arcom, a évoqué les règles éditoriales que son institution contrôle sur les chaînes publiques comme privées. Il a mentionné deux types de règles. Tout d'abord, celles en matière de rigueur et d'honnêteté de l'information, ainsi que de protection des individus et des groupes humains, notamment contre l'incitation à la haine ou à la discrimination. Et une deuxième catégorie de règles, le pluralisme. L'Arcom contrôle les temps de parole des personnalités politiques et même depuis l'été 2024 de l'ensemble des intervenants, chroniqueurs ou invités. Et puis il y a une autre considération, contrôle de l'Arcom, c'est l'impartialité du service public. Effectivement, la loi audiovisuelle de 1986 consacre l'indépendance de l'audiovisuel public, exige le pluralisme des expressions politiques sur les antennes, comme pour le privé d'ailleurs, mais aussi l'impartialité des journalistes du service public. Et ces derniers mois, cette notion a été interrogée, notamment au regard de l'affaire Thomas Legrand-Patrick Cohen, accusé d'être de connivence avec des dirigeants du PS. Eh bien, en audition au Sénat, le président de l'Arcom avait reconnu une difficulté avec cette notion. Écoutez, c'était début octobre. Autant le pluralisme est une obligation qui s'applique à l'ensemble des médias, privés comme publics, autant l'impartialité est dans la loi une des valeurs dont le régulateur est le garant, comme l'indépendance, mais une notion qui n'est pas précisée aujourd'hui. Nous avons donc annoncé des travaux que nous souhaitons engager pour les prochaines semaines et prochains mois, des travaux qui viseront à préciser, à objectiver cette notion d'impartialité, lui donner un caractère plus concret. Le président de l'Arcom qui a précisé récemment aussi que son institution faisait l'objet de dizaines de milliers de saisines par des citoyens, des associations ou encore des parlementaires chaque année sur des séquences diffusées à la télévision, à la radio. Il a rappelé que ces saisines peuvent donner lieu à l'envoi de lettres d'observation, de mise en garde, après de mise en demeure et même une saisine des comités d'éthique et en cas de manquement grave et répété au prononcé d'une sanction, y compris pécuniaire. Et on a trouvé sur le site de France Info un récapitulatif fait il y a 5 jours des rappels à l'ordre de l'Arcom aux chaînes info depuis janvier 2017. CNews a été la chaîne info la plus mise en garde, mise en demeure et même sanctionnée financièrement avec 8 sanctions financières contre 0 pour les autres chaînes info. Merci beaucoup Quentin. Nathalie Sonac, évidemment je me tourne vers vous puisque vous avez été membre du CSA qui précédait l'Arcom. Quand on voit le champ des missions de l'Arcom, mais comment
pardon, c'est un peu rude ce que je dis, mais comment peuvent-ils être efficaces, quoi? C'est juste pas possible. Non, mais ils ne peuvent pas contrôler tout ça. Il faut bien. Alors, le mot contrôle est toujours très délicat à employer, surtout sur le sujet de l'information dont on traite actuellement. Oui. La mission de l'Arcom et l'élargissement des pouvoirs de l'Arcom, déjà, c'est vrai pour tous les régulateurs de l'audiovisuel en Europe. Oui. C'est pas propre à l'Arcom français. Ensuite, il est clair que la décision de contrôle ou de regard porté sur le pluralisme, l'honnêteté de l'information, les moyens qui sont mis en œuvre, l'objet ne peut pas être les mêmes. On a des milliers et des milliers de sites. Vous regardez YouTube, c'est 500 heures de vidéos qui sont télépostées toutes les minutes sur la plateforme. Donc l'ambition de l'Arcom n'est pas celle-ci. Il s'avère qu'il faut quand même bien distinguer, et ça rebondit sur ce que vous disiez, monsieur le sénateur, la différence entre le pluralisme qui peut exister dans la presse écrite, c'est ce qu'on appelle le pluralisme externe, et dès lors on a la possibilité d'avoir des journaux d'opinion. Il s'avère que sur le cas de la TNT, c'est une fréquence issue du domaine public qui est allouée gratuitement en échange, donc pour les chaînes de télévision, en échange d'une signature de convention. Donc là, c'est parce qu'on a la rareté des fréquences qu'on introduit la notion non pas de pluralisme externe, mais de pluralisme interne. Ensuite, aujourd'hui, que fait le CSA depuis 2021? Effectivement, il est devenu, en fusionnant avec la Hadopi, comme vous le disiez parfaitement, l'Arcom. Et là, il a un rôle qui est beaucoup plus de régulateur, de régulation finalement. Il fait appel à des tiers de confiance. On est dans un autre cadre. Aujourd'hui, c'est la règle qui est celle non pas nationale, mais du DSA, donc c'est-à-dire ce qui se passe au niveau européen, le Digital Service Act, qui a pour objet, qui est une avancée quand même majeure, mais insuffisante, je vous l'accorderai, qui est celle de donner la responsabilité justement à ces plateformes. Donc on a changé de dimension. Donc aujourd'hui, même rien que le fait de dire comment l'Arcom peut visionner, c'est pas son objet, c'est pas son job, c'est pas sa mission. Oui, mais bon, quand il s'agit de faire respecter le pluralisme, il y a une vraie question et on va en débattre. Alors, si vous me permettez, pas totalement. Il y a une vraie question lorsqu'on parle de CNews, comme on pourrait parler de TF1, de France Télévisions ou de la chaîne Gulli s'il y avait de l'information. Mais en revanche, son job n'est pas celui de faire respecter un pluralisme ou d'équilibre de temps de parole sur les réseaux sociaux. Pas du tout. En revanche, pas sur les réseaux sociaux, mais sur les. Là, je parle des médias audiovisuels. Alors, donc on est resté sur le média audiovisuel. Oui, là j'en viens aux médias audiovisuels. Alors je vais mais ouvrir. Pas aux réseaux sociaux. Non, là sur les médias audiovisuels et notamment CNews, mais pas seulement. Et d'ailleurs, je vais ouvrir ce chapitre, comme promis. On a ce chapitre sur ce bras. Alors ça tournait au bras de fer entre l'Élysée et la chaîne CNews. Les services de la présidence de la République ont publié un film, une vidéo dans lequel il démonte les propos tenus par Pascal Praud et Philippe de Villiers. Regardez. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique? Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge qu'avec la Macronie finissante. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là, ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'eux ont vérifié avec une déontologie. Donc, ils sont les garants entre eux. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça, c'est des gens qui sont sérieux, ça, c'est pas des gens qui informent. Max Brisson comparait ce label proposé par Emmanuel Macron à la Pravda. J'aime beaucoup Pascal Praud. Est-ce que c'est de la provoque, il sait la manier, ou est-ce que c'est de la désinformation? C'est un éditorial et ce n'est qu'un éditorial. Moi, ce qui m'intéresserait de regarder de près pour les téléspectateurs. La TNT, c'est vrai, était un espace fini. Et donc, dans un espace fini, la loi de 1986 a bien introduit cette notion de pluralisme interne. En fait, la consommation de la télévision par la TNT est en chute libre. En fait, aujourd'hui, les téléspectateurs consomment de la télévision très différemment. Et on est désormais de plus en plus en matière de télévision dans un espace infini, dans lequel on pourra avoir des chaînes d'opinion. On est dans une bascule. Que sur la TNT, ça pose problème dans cet espace fini, je le comprends. Mais dans un espace infini, on aura des chaînes d'opinion. Simplement, il faudra très bien que le citoyen, le téléspectateur, mesure bien. Quand j'achète l'Humanité ou quand j'achète le Figaro, je n'ai pas le même traitement de l'information. Demain, à la télévision, ça sera la même chose dans un espace infini. Ce qui pose la question de cette grande loi sur l'audiovisuel. C'est vrai que nous avons un cadre législatif qui est très ancien, qui est aujourd'hui dépassé. Ce que je souhaite vivement par rapport à notre débat de tout à l'heure, et c'est là ma crainte,
C'est que si on doit avoir une grande loi sur l'audiovisuel, on l'est dans l'esprit qui a été ceux des grandes lois fondatrices de notre République dans les années 1880. Vous avez dit à juste titre que c'est un régime de liberté et de responsabilité. Acceptez l'idée que c'est d'abord, et c'est des hommes qui avaient connu la censure, c'est d'abord un régime de liberté qui a été instauré par les grandes lois. Et je crains aujourd'hui que la tentation dans notre société, ça soit le contrôle, ça soit de borner, ça soit de limiter. Alors j'espère que nous serons à la hauteur des grands anciens qui ont défini ces grandes lois de liberté des années 1880, dont la loi sur la presse, et que ça soit avant tout un régime de liberté que l'on est. Et quand j'écoute le président de la République, j'ai quelques craintes. Vous avez quelques craintes, on l'a bien compris. Alors, mais pour l'instant, on est encore dans ce régime, et quand on parle de la chaîne CNews, émise sur effectivement la TNT, elle est censée respecter le pluralisme. Vous avez sorti des chiffres à RSF, Thierry Brutin, où vous dites que c'est surtout le pluralisme la nuit, quoi. Alors, d'abord, je voudrais revenir brièvement sur cette question. Il nous reste 5 minutes. Oui, je sais, mais je pense que c'est très important de dire que l'idée sur laquelle il faudrait revenir sur le pluralisme interne, parce qu'il existe un pluralisme externe, est à mon avis complètement fausse. Parce que quand vous voyez aujourd'hui la polarisation qu'il y a sur les réseaux sociaux, vous avez théoriquement accès à une diversité de sources. Mais en vérité, déjà, on voit qu'il y a toujours une centralité de la TNT, de la télévision, que l'onde de choc et les audiences consolidées sont toujours très difficiles à établir, mais elles dominent le débat public toujours d'une certaine façon. Et puis, les médias indépendants, permettez-moi de le dire, ils crèvent la dalle. Ils sont en train d'essayer de trouver des façons de subsister. Donc, on ne peut pas vivre en se disant l'espace est infini, il y aura de l'information à l'infini. C'est pas vrai du tout. L'information de qualité, ça coûte cher. Alors, je repose la question parce qu'on a prévu de voir les chiffres que vous donnez, en disant le pluralisme, c'est pas le même la nuit ou le jour. Entre minuit et 7h du matin, c'est la gauche et Ensemble pour la République qui est surreprésentée. Donc, à un moment où il y a très très peu de monde devant la télé, 60% pour la gauche, 31,5% pour Ensemble pour la République. En revanche, quand on vient en prime time, c'est-à-dire le créneau du matin entre 7 et 10 et le créneau qui est le nôtre entre 18 et 20. Là, on a la gauche à 15, Ensemble pour la République à 15, la droite à 28, l'extrême droite à 40. C'est comme la musique française. Alors, non, mais on va en débattre. Donc ça, vous l'avez fait quoi? Sur une semaine, c'est ça? Non, on a fait un travail qui a été assez considérable. On a collecté des bandeaux via un outil de reconnaissance visuelle sur les 4 chaînes d'information en continu. Donc c'est la seule étude, parce que je regardais qu'il y avait une étude de l'Institut Thomas More, mais elle n'est que sur les ondes de France Inter et de Radio France. Là, nous, c'est sur les 4 chaînes d'information en continu. Donc c'est très intéressant. On a collecté les bandeaux et puis on a regardé en lisant. Là, je parle du pluralisme. On a regardé qui parlait, qui parlait, de quoi on parlait, comment on en parlait. Et effectivement, oui, nous, on constate un déséquilibre très net. D'ailleurs, l'éditeur en question, CNews, signe de façon assez moqueuse, puisque la nuit, il y a un petit bandeau qui est diffusé en dessous et qui dit « Nous respectons, CNews respecte ses obligations de pluralisme conformément aux décisions de l'Arcom ». Bon, ça, c'est quand même une signature assez nette. Et effectivement, nous, on note un déséquilibre qui est intentionnel, structurel, répété du fait de l'éditeur. C'est exactement. Est-ce que l'Arcom a contesté vos chiffres, oui ou non? Alors, l'Arcom a proposé un rectificatif dans lequel le groupe Bolloré s'est engouffré avec une délectation comme il en est capable. Nous, on n'a pas eu de chiffres de l'Arcom, donc on ne sait pas quels sont les chiffres de l'Arcom, qui sont par ailleurs très souvent fondés sur du déclaratif avec des sondages pour les vérifier. Donc, on ne sait pas du tout en quoi nous avons tort et quels sont les chiffres de l'Arcom. Jusqu'à présent, moi, tant qu'on ne me démontre pas que j'ai tort, j'ai raison. Et je pense qu'il faut quand même aussi reconnaître que la question du sérieux de cette étude, c'est pas du tout une nouveauté. On en avait parlé en juin déjà de cette étude. Le combat de RSF, il est ancien. Et le pluralisme, c'est très important parce que moi, j'ai pas envie d'élever ma fille aux États-Unis d'Amérique. Nathalie Sonac, est-ce qu'il faut effectivement changer la loi? C'est-à-dire autoriser des médias d'opinion, notamment sur la TNT? On a évidemment de toute manière besoin de nouvelles règles. On a un espace public qui est en train d'exploser, à la fois pour toutes les raisons positives que vous avez quand même relevées et qui constituent de soulever. Et puis ensuite, on voit bien que c'est plus simplement aujourd'hui les journalistes qui ont le monopole de l'information. On a des influenceurs, on a des producteurs de contenu, on a des sites de médias qui occupent un espace qui est important sur lequel les gens vont s'informer. Ce dont on a besoin, et peut-être revenir à la substantifique moelle du débat aussi, et j'espère que les politiques vont également s'en emparer. De quoi avons-nous besoin? On a besoin de médias sur lesquels, qu'ils soient numériques ou traditionnels, sur lesquels la démocratie repose. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir une protection du processus de production de l'information. Donc cette certification ou labellisation
avait pour idée, ou a pour idée, une fois encore, je ne reviens pas sur le débat avec le président de la République, mais des États généraux. C'est l'une des propositions des États généraux, comme les États généraux mettent en une de leur pôle position l'éducation aux médias et l'information. Et on ne peut pas les dissocier. Ce dont on a besoin, c'est d'un espace public qui soit sain, sur lequel on puisse s'exprimer, que les débats et les idées, voire les opinions, puissent être entendus. Espace public sain. Et que les réseaux... Qu'est-ce que ça veut dire, un espace public sain? Si vous permettez, ça veut dire qu'on puisse... C'est là où vous m'inquiétez. C'est là où vous m'inquiétez. Un espace public sain. C'était un espace public qui répond... Ouais, mais vous avez dit quelque chose de tellement inquiétant. Un espace public sain. Allez, terminez votre phrase, mais rapidement, le débat est terminé. Un espace public qui correspond à ce que vous pensez. Vous allez pouvoir conclure. Monsieur le sénateur, je suis assez grande pour vous dire par moi-même ce que je pense, donc je me permets de vous exprimer. Non, ce n'est absolument pas ça. Très inquiétant, définition. madame. Alors, je reprends. Allez, le mot de la conclusion. L'intégrité d'un processus de production de l'information, une information qui soit indépendante des pouvoirs financiers et des pouvoirs politiques, une information qui a été traitée, qui a été vérifiée, qualifiée en aucun cas, ça remet en cause la question de l'opinion. En revanche, ça met la question d'avoir des débats j'avais des raisons d'être inquiet. On voit très bien qu'il y a des élites françaises une volonté de formater. Ces gens ont peur du peuple. Le peuple le libérance parce qu'il ne pense pas comme il voudrait qu'il pense. Merci à tous. De toute façon, le débat est terminé. Donc, ça, c'est mon petit pouvoir. Je déclare que c'est fini. Et je vous remercie quand même. Restez en place pendant quelques secondes. Je vais rappeler, Nathalie Sonac, le titre de votre livre, Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique. C'est aux éditions Odile Jacob. À bientôt sur Public Sénat.